Bienvenue dans ce cours sur les systèmes dynamiques. On va aborder dans cette première vidéo les différentes notions de base et on va commencer par définir qu'est-ce qu'un système dynamique. Alors ce cours-là s'intéresse au système dynamique discret par opposition au système dynamique continu. J'expliquerai la différence un petit peu plus tard, mais maintenant on va définir qu'est-ce qu'un système dynamique discret. Il faut se donner un couple, donc grand X et petit f, tel que, alors X sera un espace métrique, beaucoup d'auteurs rajoutent à cette condition le fait que l'espace métrique soit compact parce que ça permet de démontrer pas mal de résultats d'existence. Mais sinon, il y a des auteurs qui supposent juste que X est un espace métrique. Après, tout dépend de ce qu'on veut démontrer. Mais souvent, la condition de compacité, on va dire une grande majorité d'auteurs sur les systèmes dynamiques rajoutent la condition que l'espace métrique doit être compact. Le deuxième élément du couple, ça va être f. F sera une application. Définie de X dans lui-même. Certains auteurs vont remplacer cette condition en notant ceci. L'image de X est incluse dans X. Donc ça, c'est une autre façon de dire la même chose. L'essentiel, c'est que votre fonction vérifie ce qu'on appelle l'invariance. Ça veut dire que si je prends un élément petit x de grand X, son image par f sera toujours à l'intérieur de grand X. On appelle ça une condition d'invariance. Et donc les systèmes dynamiques, ça peut être beaucoup de choses. On peut donner quelques exemples. Par exemple, si je donne l'intervalle 0,1 équipé de la fonction par exemple x carré, ben ça c'est un système dynamique. Je peux donner un autre exemple. Je peux travailler sur le cercle. Il est très mal dessiné mais c'est pas grave. Et à chaque point x ici, je vais associer la fonction R alpha de x qui fait x plus alpha. On détaillera en fait cette fonction un petit peu plus tard. Ça veut dire, ça s'appelle une rotation d'angle alpha. Donc quand j'applique f, et ben à chaque point, je vais juste lui faire, je vais juste ajouter l'angle alpha à ce point-là pour obtenir l'image. Donc ça, ce sont deux exemples de systèmes dynamiques. Il y en a énormément, vous avez beaucoup de possibilités ici. Ensuite, en fonction des propriétés de l'espace métrique, en fonction des propriétés de l'application f, on va essayer d'étudier toutes sortes de propriétés du couple. L'objet de base de l'étude des systèmes dynamiques, c'est ce qu'on appelle les itérations de l'application f. Et que ce qu'on appelle une itération, ça veut dire prenez un point x qui appartient à grand X, on calcule son image, f de x, je sais qu'elle va appartenir à grand X, ensuite je calcule l'image de l'image, donc je vais calculer f de f de x. Comme on a mis la condition de l'invariance, ça appartiendra toujours à grand X, et ça on va le noter par cette notation, c'est f2 de x. On peut généraliser ça en notant fn de x, et fn de x, ça sera tout simplement l'image de fn-1 de x. Et on définit ainsi ce qu'on appelle l'itéré nième, donc celui-là, l'itéré nième du point x, par récurrence, en disant que si n est égal à 1, eh ben, je prends f de x. Si n est différent de 1, je prends l'image
de l'itéré d'avant. Ça veut dire que je prends f de fn-1 de x. Et fn de x est dit itéré nème de x. Et en fait, dans les systèmes dynamiques, on prend un point, ça veut dire si vous dites que ça, c'est votre espace grand X, je vais essayer quand même de le fermer. Si vous dites que ça, c'est votre espace grand X, l'image un petit peu ou l'intuition qu'il faut avoir, c'est que le point X se balade à travers l'espace grand X par application successive de la fonction f. Donc si je dis que le point petit x est ici, j'applique la fonction petit f et je regarde où est-ce qu'il sera. Donc, par exemple, peut-être que f de x sera quelque part là. Et comme je sais que f de x est là, je calcule encore l'image de f de x et je regarde où va se trouver f de 2x. Peut-être qu'il sera ici. Et ainsi de suite. Et on va se poser tout un tas de questions par rapport au comportement des itérés de x. Après avoir défini le concept d'itéré nème d'un point, on va définir l'orbite d'un point. Et en fait, l'orbite d'un point, c'est tout simplement l'ensemble de tous ces itérés. Donc l'orbite d'un point petit x, on va la noter O de x. Ça sera l'ensemble suivant, l'ensemble de tous les itérés nème de x, tels que n appartient à n. Donc ça sera f0 de x, qui sera l'identité de x, donc le point x lui-même. Ensuite f de x, première itérée, f2 de x, et ainsi de suite. D'accord ? Si f est inversible, en fait, la notion d'itéré, on peut l'étendre aux entiers négatifs. Donc si f est inversible, je peux noter f de x comme étant l'itéré positif de x, f2 de x, etc. Mais je peux aussi noter f-1 de x, première itéré négatif de x, comme étant l'antécédent de x comme f est inversible. Et donc je peux définir aussi f-2 de x comme étant l'antécédent de f-1 de x. Et ça me permet en fait d'avoir les itérés positifs et les itérés négatifs. Les itérés positifs étant les images successives, les itérés négatifs étant les antécédents successifs. Et donc si f est inversible, je peux définir l'itéré nème de x où n est un entier négatif. Et donc je peux définir l'orbite de x dans ce cas-là comme étant l'ensemble des itérés nème de x tel que n appartient à z. Maintenant, on va définir les notions de points fixes qui sont normalement déjà connues et de points périodiques. Ok, on va dire que on a un système dynamique XF. Je vais juste écrire l'abréviation, donc un système dynamique discret. L'idée en se basant en fait sur les itérés, c'est de se poser la question, est-ce que l'itéré d'un point revient vers le même point à un moment donné? Et donc si je dis que ça c'est mon ensemble grand X, et ça c'est un point petit x, supposons que j'applique f et que je revienne au point de départ, ça veut dire en calculant f de x, je trouve f de x est égal à x. Et bien dans ce cas-là, on dit que c'est un point fixe. Il faut toujours garder l'intuition de mouvement, on dit que c'est un point fixe parce qu'il ne bouge pas. Si je calcule f de x, je suis toujours dans le même point et donc je ne peux pas bouger en quelque sorte dans l'espace, comme ça serait le cas si x n'était pas
si x n'était pas un point fixe. Donc la première définition, ou bien premier point, on dit que x est un point fixe si et seulement si g f de x est égal à x. Maintenant, on va définir ce qu'est un point périodique. La notion de point périodique, en fait, permet juste de généraliser la notion de point fixe. Alors, je vais prendre mon point fixe, je vais prendre mon point x qui est là. Admettons, je calcule, j'applique f, je calcule f de x, je vais me trouver ici. Admettons que je calcule encore une fois f de x et je vais me trouver ici. Donc ça sera f de x. Mais admettons que quand j'applique encore une fois f, je revienne au point de départ. Et ça, c'est ce qu'on appelle un point périodique. C'est un point, en fait, dont l'une des images sera égale à lui-même. Ça veut dire qu'on va itérer, et à un moment donné, on va retrouver notre point x de départ. Alors là, quand je calcule, donc j'ai appliqué f de x, c'est un point différent de x. Ensuite, je calcule encore f. Je trouve f de 2x qui est un point différent de x, mais quand j'applique encore f, j'aurais calculé f3 de x. Là, je vais trouver que f3 de x est égal à x. Et dans ce cas-là, je vais dire que le point x est un point périodique de période 3. D'une manière générale, on dit que x est un point périodique de période k si et seulement si on a fk de x est égal à x et on a, quel que soit i strictement inférieur à k, i doit être un antipositif bien sûr, je dois avoir fi de x différent de x. Alors, cette condition, elle est assez claire, vu ce qu'on vient d'expliquer ici. Si je dis que x est un point périodique de période k, je dois revenir vers le point x au bout de k itérations. Cette condition-là, elle permet juste de prévenir que je ne reviens pas avant. Donc, regardez ici, quand je dis que x est un point périodique de période 3, ça veut dire que f de x était différent et f de 2x était différent. Pourquoi cette condition est importante? Parce que sinon, par exemple, un point fixe serait un point périodique de toutes les périodes. Parce que, supposons que vous avez un point fixe ici, donc il vérifie f de x égale x. Mais ça veut dire que si vous appliquez f des deux côtés, vous avez f de 2x égale f de x. Mais je sais que x est égal à f de x. Donc ça, c'est égal à x. Donc j'ai x égale f de 2x. Je peux continuer ce raisonnement et en fait démontrer tout ce que je veux. Je peux démontrer que f3 de x est égal à x. Parce qu'à chaque fois, comme c'est un point fixe, à chaque fois que vous allez itérer, vous allez trouver toujours la même chose. Mais là, vous n'avez pas le droit de dire que, comme x vérifie cette équation-là, alors x est un point périodique de période 3, parce que vous avez déjà f de x qui est égal à x. Donc cette condition, en fait, elle permet de savoir que cet entier-là, c'est la première fois où vous revenez vers le point x et que vous ne revenez pas avant. On vient de définir les notions de point fixe et de point périodique. Il nous reste un dernier élément à définir. Donc on a toujours xf, un système dynamique discret. On va parler de ce qu'est un point ultimement périodique. Et pour se faire une image de ça, on va dire que ça c'est grand X. Je prends un point X, j'applique F, je vais trouver F de X, j'applique encore F,
vais appliquer F2. Si vous vous rappelez, dans l'exemple de tout à l'heure, je suis revenu ici. Là, je ne vais pas revenir immédiatement. On va faire F3 de x. Et F3 de x ne revient pas vers x, mais je peux avoir F3 de x qui revient ici. D'accord? Et en fait, x n'est pas un point périodique, parce que quand je calcule ces itérés, je ne vais jamais revenir ici. Mais par contre, l'un de ces itérés est un point périodique, parce que si je prends f de x, je calcule sa première image, c'est f2, sa deuxième image, c'est f3, et sa quatrième image, c'est lui-même. Donc x n'est pas un point périodique, mais l'un de ces itérés est un point périodique. Et dans ce cas, on dit que x est un point ultimement périodique. Et on va écrire la définition dans le cadre général. On dit que x est un point ultimement périodique s'il existe un entier m petit m appartenant à n étoile tel que fm de x est un point périodique. Donc l'une des images de x sera un point périodique, mais x lui-même n'est pas un point périodique. D'accord? Donc tel que fm de x est un point périodique, mais x n'est pas périodique. Maintenant, on va aborder une section particulière qui concerne donc les systèmes dynamiques sur l'intervalle. On parle de système dynamique sur l'intervalle si l'ensemble sur lequel est défini notre système dynamique est un intervalle. Si on exige que ça soit un compact, donc ça sera un intervalle fermé. Si on n'exige pas ça, ça peut être n'importe quelle partie de R. Donc ici, on considère donc IF un système dynamique sur l'intervalle, système dynamique discret. Et en fait, la particularité ou l'une des particularités des systèmes dynamiques sur l'intervalle, c'est qu'on peut suivre géométriquement l'orbite d'un point. C'est un procédé qu'on utilise pas uniquement en système dynamique. Et en fait, le procédé repose sur le tracé de la courbe de la fonction f et de la première bisectrice. Donc si je dis que la courbe de ma fonction f, c'est ça, je trace la première bisectrice qui est là. Par exemple, première interprétation géométrique, c'est que ce point-là est un point fixe. Deuxième observation, je peux tracer l'orbite d'un point géométriquement. Si je commence par ce point-là, par exemple, je vais dire ça c'est x0. Je veux chercher le point x1 égale f de x0. Et comment je fais ça géométriquement? Je vais faire une projection comme ça à la verticale. Et ce point-là, en fait, a pour coordonnées x0, f de x0. Je fais ensuite une projection horizontale sur la première bisectrice. Et comme la première bisectrice vérifie y égale x, qu'est-ce que j'obtiens? Si je reviens ici, j'obtiens ici, en fait, le point x1,
Mais ce point x1 c'est quoi? C'est en fait f de x0. Si j'ai envie de recommencer, donc x2 ça sera quoi? Ça sera f de x1. Je recommence le même procédé, donc x1 est là. Je vais vers le graphe de la fonction. Ce point-là, c'est x1, f de x1, et je vais ensuite vers le graphe de la première bisectrice. Et souvent, dans les ouvrages que vous allez lire, en fait, on ne fait pas tout le tracé. Par exemple, ce tracé-là, on ne le fait pas. On se contente de tracer l'espèce d'escalier qui commence par graphe bisectrice. Ça veut dire que dans beaucoup de livres, vous allez trouver le tracé suivant, que je vais faire en un petit peu plus gras. Il suffira de faire ceci. Alors il y en a certains qui font aussi cette partie-là de l'escalier, certains qui la font même pas, mais on évite en fait de refaire tous les tracés ici. Donc ce point-là par exemple, ça sera x2 égale f de x1. Voilà. Ça nous donne un outil géométrique pour savoir quand l'orbite d'un point tend vers un point fixe, quand j'ai un point périodique, etc. Donc on verra dans l'exemple suivant un point périodique. On considère le système dynamique suivant. Il faut prendre un intervalle symétrique. Je vais prendre moins 1. Et on prend la fonction moins x. Si vous tracez cette fonction, donc je vais dire que le 1 est là et que le moins 1 est là. Si vous tracez la fonction moins x, donc ça vous donnera à peu près ceci. Et la première bisectrice, ça sera ça. Et qu'est-ce qu'on remarque? Si je prends un point ici, n'importe lequel, si j'essaie de tracer son orbite, qu'est-ce qui va se passer? On a dit, donc là c'est la première bisectrice, et ça c'est ma fonction, je vais la noter f pour qu'on fasse la distinction. Si je commence par ce point-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va aller vers le graphe, donc je vais venir ici, ensuite bisectrice, je vais venir là, ensuite graphe, bisectrice, et je reviens en graphe. Et qu'est-ce que je remarque en fait? Que mon orbite est complètement fermée. Et donc quand je commence là, je vais aller ici, je vais là, je vais là, je vais là, et je reviens au point de départ. Et c'est le propre en fait des points périodiques, c'est que leur orbite, quand on la trace, ça donne des orbites complètement fermées. Donc là, l'orbite c'est elle est de forme rectangulaire. Le point en fait c'est un point périodique de période 2. Pour voir ça, c'est très simple. Prenez n'importe quel élément x différent de 0. Si vous calculez f de x, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver moins x. Pardon, j'ai oublié le moins ici. Si vous calculez f2 de x, qui est f de x, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, c'est f de moins x. Et f de moins x, quand on remplace dans la fonction, c'est x. Et tout point en fait différent de 0 est un point périodique de période 2. Le point 0 sera un point fixe parce que l'image de 0 c'est 0, donc ça n'est pas un point périodique de période 2 mais un point fixe. On reste toujours avec les systèmes dynamiques sur l'intervalle. Tout à l'heure on avait vu comment tracer l'orbite en se servant du graphe de la fonction et de la première bisectrice. Là on va présenter un deuxième outil qui est le graphe d'une orbite en particulier. Le graphe d'une orbite consiste en fait à tracer sur votre repère. Donc ici, cet axe-là va servir à noter les itérés. Donc on va avoir 0, 1, 2, 3, etc. Et sur l'axe des Y, on va noter en fait l'itéré énième correspondant sur votre intervalle. Donc sachant qu'ici on est sur un intervalle, on peut prendre
l'exemple de tout à l'heure. Donc le système dynamique moins 1, 1 et la fonction moins x. Donc là, je suis obligé de descendre un petit peu. Donc si je commence par exemple par 0,5, on va dire que c'est notre itéré x0, x1, ça sera moins 0,5, qui est f de x0. Ensuite, f2 de x0, ça sera 0,5, et f3 de x0, ça sera moins 0,5, et ainsi de suite. Alors, c'est pas toujours comme ça. Si on en trace beaucoup, on va remarquer qu'il y aura, si je colle un petit peu, il y aura une ligne ici et une ligne ici. C'est le propre en fait des points périodiques. Donc quand vous tracez le graphe d'une orbite périodique, vous aurez des espèces en dézoomant un petit peu, en regardant ça de loin, on aura des espèces de lignes horizontales, et ça suggère l'existence, si les lignes sont infinies, ça suggère l'existence d'un point périodique. Sinon, en général, ça peut être n'importe quoi. Souvent, on s'en sert aussi pour déterminer si l'orbite d'un point est dense dans l'intervalle ou pas. Là, je vais vous montrer deux exemples. Dans votre polycopier de cours, donc vous allez trouver des exemples de graphes d'orbite. Donc là, c'est un exemple où on a tracé les 100 premiers itérés. Et on remarque ici, il y a 1, 2, 3, 4 lignes horizontales. Ça suggère en fait, alors le 0, il est ici. Donc ça, c'est x0. Ça suggère que quand je vais calculer f de x0, je vais aller sur l'une des trois autres lignes. Quand je vais calculer f de x1, qui est f de x0, je vais aller sur une autre ligne, etc. Et après, je reviens vers la première ligne. Et ça, en fait, c'est un exemple qui suggère que votre point est un point périodique. Ici, en fait, le fait qu'il y ait 4 lignes, il faut essayer de regarder un petit peu à partir de la définition, mais ça suggère que la période est égale à 4. Voilà à quoi ressemble le graphe de l'orbite d'un point qui n'est pas périodique. Ça va un petit peu dans tous les sens. Voilà. Donc ici, il y a 50 itérés, et je constate qu'il n'y a pas vraiment d'ordre des itérés, et donc ici, c'est l'orbite d'un point qui n'est